Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans les balades émotions. Comme dans chaque épisode, nous parcourrons ensemble le territoire de notre communauté de communes de Frossay à Saint-Brévin, en passant par Corsay, Saint-Viaud, Saint-Père-en-Retz et bien sûr Paimboeuf. À travers cette mosaïque de communes, nous essayons de vous faire découvrir ou redécouvrir les éléments du patrimoine devant lesquels nous passons chaque jour et qui font pourtant de notre territoire une destination d'exception. Installez-vous confortablement, que vous soyez à la maison ou au travail, et partons tous ensemble pour une balade émotion. Après la dure bataille de Normandie, les Alliés libérèrent très rapidement l'ouest de la France pendant la première quinzaine d'août 1944. Mais des zones de résistance de la part de l'armée allemande se forment sur la façade atlantique à Brest, Lorient, La Rochelle, Royan et Saint-Nazaire. Ces zones sont ce qu'on appelle des poches, et c'est par celle de Saint-Nazaire que Saint-Brévin est concernée. La ligne de front suit au sud de la Loire les communes de Frossay, Saint-Viaud, Paimboeuf, Saint-Père-en-Retz, Saint-Brévin-les-Pins, Saint-Michel-Fléchel jusqu'à Pornic. Le secteur défensif côtier de la Poche s'étire sur environ 50 km. Pour assurer la défense de l'embouchure de la Loire, les Allemands ont mis en place de puissantes batteries d'artillerie. Au nord, près de Bas-sur-Mer, une batterie constituée de 2 canons de 244 mm de calibre et la même chose au sud sur la pointe de Saint-Gildas. Entre ces deux batteries se trouvent d'autres pièces de plus petit calibre, notamment à Mundun et au Pointeau sur notre commune. En effet, pour empêcher qu'un ennemi débarqué sur les plages de la ville n'ait de vue directe sur Saint-Nazaire, une impressionnante campagne de fortification a été entreprise. Le site a été transformé en un puissant Panzerwerk doté d'une douzaine de blocs de combat savamment disposés sur toute la pointe. Au total, les Allemands disposent de 700 canons de toutes sortes avec une densité plus forte autour de la base sous-marine, des installations portuaires et du terrain d'aviation. Plus près de Saint-Nazaire, on trouve une ceinture constituée de fossés anti-chars. Le périmètre part du port de Lèves pour rejoindre la côte à Donges. Au sud de la Loire, la ceinture décrit un cercle partant de Paimboeuf jusqu'à Saint-Brévin. La Poche compte près de 130 000 civils. En octobre 1944, un assez grand nombre d'entre eux, femmes et enfants, sont autorisés à quitter la Poche pour gagner le territoire libéré, ce qui soulage les Allemands d'autant de bouches à nourrir. Le transport est notamment assuré par la Croix-Rouge et des brigades de résistance. À part un petit débarquement effectué en décembre 1944 sur la pointe Penlan en Morbihan, les opérations les plus importantes sont menées en Pays de Retz dans le sud-Loire, où s'étendent notamment des terres fertiles pouvant être utiles pour le ravitaillement. Les Allemands s'emparent ainsi de Frossay en octobre et du village de la Sicodée en fin décembre 1944. Les Américains, quant à eux, délogent les Allemands de la forêt du Gavre, les forçant à repasser sur l'autre rive du canal de Nantes à Brest et s'emparent du bourg de Blain. Au cours du mois de mars, l'artillerie américaine parvient à couler plusieurs cargos qui font la navette entre les forteresses de Lorient et de Saint-Nazaire, posant ainsi de sérieux problèmes de ravitaillement à l'armée allemande. La signature de la reddition de la Poche de Saint-Nazaire a lieu dans la maison de Francis Moisan, au lieu dit Les Sables sur la commune de Cordemais, le 8 mai 1945 à 13h, le jour même de la capitulation de l'Allemagne. Mais que reste-t-il aujourd'hui de cette poche qui aura tant causé de fil à retordre pour les forces alliées ? Sur Saint-Brévin, beaucoup savent que le sol de la ville ressemble plus à un gruyère en vue du nombre de blocos souterrains. Le plus emblématique d'entre eux est celui situé sur le front de mer du parc du Pointeau, la casemate 105C, mitrailleuse lourde, rare de sa catégorie à avoir conservé sa cloche d'observation. Elle a été déterrée et restaurée par l'association Bunker Archéo 44, dont les bénévoles y organisent chaque été des visites guidées. Non loin d'elle, dans le parc, si vous vous baladez sur le chemin côtier, vous remarquerez peut-être une énorme dalle qui affleure le sol. Et si vous vous demandez à quoi ressemblait la construction qui s'y tenait auparavant, vous serez étonné d'apprendre qu'il s'agit en vérité du toit d'un blocos souterrain, rare également dans sa construction, puisqu'il est le seul de cette configuration destinée à recevoir une partie de l'arsenal allemand. Il aura nécessité 3375 mètres cubes de béton pour sa construction aux dimensions incroyables de 25 mètres sur 27, ce qui en fait un des plus gros ouvrages de l'armée allemande. On y compte une dizaine de pièces et de locaux, dont une chambrée pour 9 soldats, une pour 3 sous-officiers, soute à munitions, salle de ventilation et même un local pour un générateur de secours. On espère un jour peut-être pouvoir le découvrir et nous replonger ainsi dans l'ambiance de cette époque. En attendant, si vous avez aimé cette balade et que vous voulez en savoir plus sur les ouvrages du mur de l'Atlantique, nous vous conseillons l'ouvrage du même nom d'Alain Durieux, de Luc Brauer et de Sébastien Hervouet, Le mur de l'Atlantique aux éditions Le Grand Blocos.
Et voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. N'hésitez pas à partager cette chronique et à nous rejoindre sur les différents réseaux pour ne rien manquer des prochains rendez-vous. C'était les Balades émotions, présentées par l'Office de tourisme intercommunal de Saint-Brévin. Merci pour votre écoute et à bientôt.